Bonjour à tous. Avant de commencer ce webinaire, je vais vous présenter Livestorm. Donc Livestorm, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui permet de créer des webinaires. Donc c'est pas comme Microsoft Teams et tout ça où il faut utiliser ou installer un logiciel avant toute visio. Ici, on est vraiment sur le principe d'utiliser un lien, d'aller sur un navigateur, donc Chrome. En général, s'il est mis à jour, ça fonctionne très bien. C'est celui qui est recommandé. Et du coup, une fois qu'on est connecté via ce lien sur ce navigateur, là vous voyez apparaître normalement la personne qui va intervenir ou animer ce webinaire. Donc je vais vous présenter maintenant, euh, donc sur le côté en haut à droite, vous pouvez afficher le panneau latéral s'il n'est pas déjà affiché. Là, vous allez voir directement l'onglet chat qui s'affiche. Et en fait, l'onglet chat, c'est ici que vous allez pouvoir discuter avec tout le monde. Donc ici, vous pouvez écrire un petit message. Hop, dire bonjour à tout le monde. Là, je le fais. Bonjour à tous. Tac. Et il apparaît directement ici. Ici, vous avez un autre onglet questions. Donc ça, c'est si vous avez des questions à poser pendant le webinaire, n'hésitez pas à venir les poser ici. Donc c'est le bouton qui, une fois que l'événement sera démarré, apparaît ici, poser une nouvelle question. Donc vous n'hésitez pas. Ensuite, il y a un troisième onglet sondage. Donc cet onglet sera utilisé plus pour faire un sondage à la fin de ce webinaire pour voir si tout s'est bien passé et quelques petites questions comme ça. Donc ne partez pas du webinaire sans avoir répondu, ce serait sympa. Et le dernier onglet ici, c'est les participants. Donc vous pouvez voir qui est connecté en direct à ce webinaire. Et enfin, une dernière chose, en bas, ici, vous avez au milieu de l'écran, vous pouvez réagir pendant que les personnes parlent. Vous pouvez réagir directement avec un petit emoji. Si vous êtes plutôt d'accord, si vous aimez ce qui est dit, si vous êtes en train de rigoler, n'hésitez pas, c'est fait pour. Il suffit de cliquer sur le petit smiley ici, les petits smileys. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour d'un point de vue technique. Bon webinaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, du coup, bienvenue sur ce webinaire. On va inviter, du coup, la présidente de France Asso Santé, Madame Minacci, si vous voulez bien venir sur scène et, du coup, nous faire l'ouverture de ce webinaire. Alors, je vais l'inviter sur scène. Voilà. Véronique, est-ce que vous m'entendez? Véronique devrait arriver incessamment sous peu. Véronique. Oui, je vous entends, mais je vous... On ne vous voit pas par contre. Alors peut-être qu'il Oui, faudrait... oui, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que la caméra est... Peut-être réactualiser la page Internet. Voilà, ça C'est y bon, est. c'est Ça y est, tout parfait. le monde me voit. C'est bon. Bonjour à tous, en tout cas, et bienvenue sur ce webinaire des droits des usagers en période de Covid-19. C'est une première pour nous, une première conférence de ce type-là. Et c'est vrai que nous allons mettre à l'épreuve un petit peu tout ce process pour voir si eh bien, on peut continuer pour faire d'autres conférences. France Asso Santé La Réunion est une délégation en région
de France Asso Santé Nationale. Elle regroupe à ce jour 21 associations agréées du système de santé à La Réunion. Elle partage des valeurs communes de solidarité, d'indépendance, de transparence, de loyauté et de bienveillance. Notre rôle dans la démocratie en santé, défendre et promouvoir les droits individuels et collectifs des usagers de la santé dans une parole collective, prendre position sur la qualité de la prise en charge en lien avec le national et les instances locales, être force de proposition, participer, mutualiser et décliner les stratégies de santé, ainsi que d'animer les réseaux des associations adhérentes et les représentants d'usagers. Je vous ai mis un petit peu ce que faisait un petit peu France Asso Santé. La crise sanitaire a déstabilisé l'organisation du système de santé. La surcharge de travail des équipes soignantes en réanimation et la saturation des services hospitaliers ont quelque peu mis à mal les droits individuels des patients dans le cadre de leur prise en charge. Il est donc nécessaire de veiller à l'effectivité de ces droits individuels. Le droit à l'information, le recueil du consentement libre et éclairé, la personne de confiance, les directives anticipées et une fin de vie digne. Ce sont ces droits que nous avons choisi de développer aujourd'hui dans ce webinaire. Nous parlerons également des représentants d'usagers, oubliés de la crise et qui essaient tant bien que mal de faire vivre la démocratie sanitaire, faire entendre la voix du patient et des usagers de la santé et le travail quotidien des représentants d'usagers au sein des instances et des établissements de santé. La démocratie sanitaire est un vaste chantier qu'il faut maintenir à flot pour le bien de tous les usagers de la santé et sa construction doit mobiliser l'ensemble de tous les acteurs de soins. Je laisse maintenant la parole à Amandine de l'IREPS qui va animer ce webinaire et nous présenter les différents intervenants de la table ronde. Encore un grand merci à l'IREPS pour son aide à la réalisation de ce webinaire et à tous les intervenants. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci. Merci Madame Minachi pour cette intervention. Donc effectivement, je suis Amandine Valérian, je suis chargée de projet à l'IREPS Réunion et c'est moi qui en charge aujourd'hui d'animer ce webinaire. Du coup, pour commencer, on va regarder une vidéo qui va mettre en scène les 4 droits en santé des usagers qui ont été sélectionnés parce qu'il en existe d'autres, mais en tout cas ceux qui ont été sélectionnés pour être un petit peu plus approfondis et détaillés dans ce webinaire. Donc, je vous laisse apprécier la vidéo et on se retrouve ensuite. Le droit à l'information. Le médecin doit à son patient une information loyale, claire et appropriée, notamment sur son état de santé, l'acte médical envisagé, ses conséquences et ses risques, les soins qu'il propose, le traitement qu'il prescrit, et enfin le coût de l'acte médical et de la prise en charge financière de l'assurance maladie. Bien évidemment, il est tenu au secret médical. Cependant, il existe des exceptions, les urgences, l'impossibilité d'être informé et le refus de l'être. Le droit au consentement éclairé. Il ne peut se faire qu'après avoir reçu une information claire, loyale et appropriée. Le patient pourra alors accepter ou refuser ce que préconisent les professionnels de santé. Ces derniers, professionnels de santé, devront obligatoirement respecter sa volonté ou celle de son représentant légal pour les mineurs. Le patient peut se faire aider par sa personne de confiance.
Droit de désigner sa personne de confiance. La personne de confiance doit être majeure et accepter ce rôle. Elle est désignée par écrit et révocable à tout moment. Elle a un devoir de confidentialité. Le patient doit signer son accord pour la nomination de cette personne. Lorsque le patient est conscient, s'il le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. Lorsque le patient n'est plus en état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance doit toujours être consultée. Elle est la référente auprès de l'équipe médicale et son avis l'emporte sur tout autre avis de la famille ou des proches. La personne de confiance n'est pas nécessairement la personne à prévenir et sa mission ne concerne que la santé. Droit de rédiger ces directives anticipées. Les directives anticipées expriment par écrit le souhait du patient concernant sa fin de vie, c'est-à-dire quand elle est atteinte par une maladie grave et incurable. Elles doivent être facilement accessibles. Ces directives s'imposent aux médecins pour toute prise de décision. Elles ont une durée illimitée, mais peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. En l'absence de directives anticipées, les médecins doivent recueillir l'avis de la personne de confiance ou sinon tout avis de la famille ou des proches. Donc voilà une petite vidéo qui éclaire un petit peu plus sur les 4 droits en santé des usagers qui ont été choisis pour ce webinaire. Du coup, je vais introduire la table ronde qui va suivre car on a le plaisir d'avoir des intervenants qui vont partager avec nous pour aller échanger autour de ce contexte actuel du Covid-19 et ses droits des usagers. Et du coup, au vu de l'actualité, notamment dans le cadre de la vaccination de la Covid-19, France Asso Santé a souhaité faire ce webinaire pour éclairer un petit peu plus ces 4 droits en santé qui ont pu être soit mis à mal, soit en tout cas nécessitent un petit peu plus d'éclairage et de précision auprès du public. Donc, je vais vous présenter en premier, qui sera sur cette table ronde, Madame Brigitte Lagardère-Emery, qui est donc une représentante des usagers qui agit dans 3 établissements de santé, publics et privés. Et elle est également vice-présidente de la Ligue contre le cancer ici à La Réunion. Donc, elle nous éclairera un petit peu plus sur son rôle en tant que représentante des usagers. Et également, elle nous dira un peu plus d'informations sur la notion de personne de confiance dans ce contexte lié à la crise sanitaire. Ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Jocelyne Laurette, qui, elle, va plutôt nous parler des directives anticipées. Elle est ici, elle est représentante des usagers, mais ici, elle va parler au nom de son titre de déléguée régionale de l'association, donc de l'ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité. On aura également le docteur Chané Mungam qui, lui, est médecin généraliste en EHPAD. Donc, on a fait une petite vidéo avec lui parce qu'il ne pouvait pas être présent sur ce webinaire, mais on a cadré les choses. En tout cas, vous aurez son point de vue, notamment sur le consentement éclairé dans le cadre de la consultation pré-vaccination et aussi autour de la personne de confiance. Nous aurons aussi Monsieur Delpech, qui est directeur de l'association La Croix-Marine. Il vous présentera plus en détail ce qu'est la Croix-Marine. Et il nous parlera plus précisément de cas de personnes qui sont mises sous tutelle. Et enfin, nous aurons le plaisir d'avoir le docteur Domergue, qui lui est médecin généraliste, mais aussi président du conseil régional de l'Ordre des médecins, ici dans le cadre Réunion Mayotte. Et il nous fera un petit peu plus de retour autour de quels seront les leviers, les retombées en fonction de si un droit des usagers peut être bafoué dans certaines circonstances. Et en tout cas, comment effectivement les usagers peuvent avoir recours à certaines aides ou leviers dans des situations qui pourraient poser problème.
Donc, je vais, pour introduire en fait cette table ronde, on a fait le choix avec France Asso Santé de vous diffuser 2 témoignages de patients. Le premier sera fait par Roland, qui vient de la Ligue du cancer, contre le cancer, pardon. Et puis le deuxième d'Angélique, qui est de l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, je vous laisse apprécier ces 2 témoignages. Je m'appelle Roland, actuellement je suis en retraite. J'ai eu un tumeur à la tête en 2012 et puis je suis rentré à la Ligue contre le cancer pour aider les gens malades. Quand on a constaté que j'ai un tumeur à la tête, j'étais transféré dans un autre hôpital qui s'occupe spécialement de la maladie de la tête. Là, j'ai eu la chance de dire que j'ai eu un bon neurologue qui est très sympa, il dialogue très bien des malades. Il m'a parlé de mon problème, des risques qu'il y a pour l'opération, de faire mon choix, et après discussion avec mes parents, avec les enfants. Et le docteur m'a donné quand même 10 jours de réflexion. Et de bien réfléchir si je suis d'accord, parce que c'était vraiment risqué, parce que le tumeur, il y avait 2 cm et demi, il était sur la moelle épinière, c'était un gros risque à prendre. Après discussion bien le docteur, les avantages, les inconvénients, je remercie encore le docteur jusqu'à maintenant. Voilà, mais on a des chances de docteur à la réunion. C'est quand même fait 17 ans d'opération. C'était réussi. Voilà, là, je suis un survivant de la maladie. Le Covid-19, j'étais très inquiet quand le gouvernement a pris la décision de mettre les vaccins pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Je suis parti voir mon docteur traitant, après discussion, réflexion. J'ai demandé à être volontaire par rapport à ma maladie, de mettre le vaccin, et pour montrer aux gens qui sont malades du cancer que on peut mettre le vaccin sans avoir de problème, parce que beaucoup de monde avait très peur, et même il avait hésité de mettre le vaccin. Moi, je vais donner un exemple pour les gens malades, on peut mettre le vaccin sans problème. Bonjour, je m'appelle Angélique, j'ai 40 ans cette année. Je suis atteinte de mucoviscidose et j'ai été vaccinée contre la Covid. J'ai eu ma 2e injection cette semaine avec le vaccin Pfizer. Donc lors de l'entretien prévaccinal, le médecin m'a examiné et posé un certain nombre de questions afin de déterminer si j'étais éligible. À savoir si j'avais été exposée au virus récemment ou face à une personne, un cas contact, ou si j'avais été testée positive. On m'a demandé quel traitement je prenais et si j'avais des allergies à certains traitements. On m'a ensuite expliqué comment la vaccination allait se dérouler. J'ai pu poser toutes les questions que j'avais et une fois le tout validé, on m'a informé que j'étais éligible et on m'a demandé si j'étais bien en accord avec toutes les informations que j'avais eues. Donc à partir de là, j'ai été faire ma première injection. J'ai été sous surveillance pendant 15 minutes et j'ai pu rentrer chez moi. Même procédé pour la seconde injection qui a eu lieu à peu près 3 semaines, 1 mois après. Ça a été le même déroulé. Et j'ai été tout à fait rassurée dans mon idée, puisque ça confirmait tout à fait les informations que j'avais eues en amont. Je me suis effectivement appuyée sur mes personnes de confiance qui au début étaient réticentes au vaccin, tout comme moi. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai fait mes recherches, j'ai échangé avec mes infirmiers et une connaissance qui travaille dans la recherche médicale. De là, j'ai pris ma décision et mes personnes de confiance m'ont suivi et m'ont soutenue. Concernant le service muco, j'ai simplement reçu un courrier avec une ordonnance pour aller me faire vacciner. J'ai échangé avec eux à mon rendez-vous 1 semaine avant l'injection. Le service muco n'a pas cherché à me convaincre. Ils ont répondu à toutes mes questions en m'expliquant qu'il était effectivement préférable de se faire vacciner. Après notre échange, ils m'ont demandé si j'avais l'intention de le faire ou non, sans pour autant insister. Et ils m'ont expliqué que certains mucos refusaient la vaccination, mais que chacun était libre de sa décision.
Personnellement, j'attendais d'avoir un entretien avec mon CRCM, pour pouvoir valider mon rendez-vous et j'ai été correctement informée, donc j'y suis allée, totalement rassurée. Lorsqu'un patient est vacciné et qu'il vit avec quelqu'un de non vacciné, rien ne change. Chacun continue à appliquer les gestes barrières et la distanciation. Après le vaccin, il n'y a pas de changement particulier. Le vaccin n'empêche pas de contracter le virus, mais il le rend moins virulent, un peu comme le vaccin de la grippe, qui n'empêche pas d'attraper la grippe, mais la rend moins agressive. Concernant la distanciation sociale, comme précisé précédemment, il n'y a rien qui change. Voilà, donc on remercie encore très chaleureusement Roland et Angélique pour ces témoignages qui nous permettent d'introduire cette table ronde. Donc du coup, je vais inviter sur scène Madame Brigitte Lagardère-Emery qui va donc nous rejoindre et nous exposer, à la suite de ces témoignages, un petit peu son rôle en tant que représentante des usagers et puis plus particulièrement dans ce contexte Covid. Donc Brigitte, si vous pouvez répondre à l'invitation et nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Bonjour Brigitte, merci. En tant que représentant d'usagers, en fait, je réponds à la demande des patients et je suis attentif à leurs questionnements. Je les accompagne en cas de difficulté, de plainte ou alors de réclamation. Ça, c'est notre rôle essentiel. Il est vrai qu'en ce moment, avec la Covid, on est un petit peu isolé par rapport à eux. On n'arrive pas à les contacter. Dans certains établissements, on ne peut même pas les voir. On ne peut que leur téléphoner. Et par téléphone, c'est moins facile. On a moins de contacts. On peut moins parler librement. Ça, c'est clair. Alors, le représentant d'usagers, il est formé par l'association qui actuellement est France Asso Santé. Et on est nommé par l'ARS régionale de santé, l'agence régionale de santé, pour siéger dans les commissions des usagers. Je siège donc à la commission des usagers, mais aussi au plan, au PLUD, etc., parce que ça me permet de mieux connaître le fonctionnement de l'établissement de santé dans lequel je suis. Bon, bien sûr, je suis dans 3 établissements de santé différents, ça me fait pas mal d'emploi du temps, mais bon. Et dernièrement, j'ai été nommée au GHT, voilà, au groupe hospitalier de territoire. Alors, ce que je reproche en ce moment, c'est l'utilisation intempestive du téléphone, parce que je trouve que c'est beaucoup plus distant, moins humain, et puis bien souvent, on ne voit pas la personne avec qui on parle. Donc, on ne voit pas ses réactions, parce que quelquefois, il y a des gens qui parlent, mais on voit que le visage ou bien les yeux envoient un autre message, et on peut davantage travailler là-dessus si on est en vis-à-vis. Donc, ensuite, on m'a demandé surtout comment faire pour la désignation de la personne de confiance. On me demande si j'ai un rôle à jouer dans ce choix. Déjà, il faut que la personne hospitalisée soit consciente de ce qu'est la personne de confiance. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement de la famille. C'est quelqu'un qui doit être majeur et le patient doit lui aussi être majeur pour les lire. C'est quelqu'un qui peut être, comme a dit Amandine au début, qui peut être révoqué comme ça, de but en blanc, sans justificatif de la part du patient. Mais cette personne de confiance va être très très importante, notamment si le patient est en incapacité de prendre des décisions, de parler, de réagir. À ce moment-là, la personne de confiance peut le faire en son nom. Et il faut savoir que cette personne de confiance peut être au courant d'un secret médical. C'est la loi qui l'autorise et qu'elle peut être convoquée par le médecin ou par l'équipe médicale et être au courant de choses qui normalement ne devraient pas être ventilées et vantées à l'extérieur. Et à ce moment-là, elle peut agir pour le bien de l'usager. En fait, le but de la personne de confiance, c'est d'apporter son aide à l'usager, de le seconder
et surtout de réagir en cas de besoin, parce que quand on est malade, ça je l'ai vécu il n'y a pas tellement longtemps, c'est vrai que si on n'a pas la personne de confiance qui peut réagir pour la personne malade, il n'y a pas, à ce moment-là, la personne se trouve devant un mur. Voilà. Par contre, elle peut accompagner le patient dans toutes ses visites, dans tous ses entretiens médicaux, quitte à lui expliquer, à l'aider à s'exprimer. Ça, c'est important aussi parce que quelquefois, par la panique, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on ne comprend pas toujours tout ce qui se dit, eh ben, c'est bien d'avoir une personne qui puisse nous aider dans la recherche de l'explication. Si le patient le désire, il peut garder la personne de confiance en dehors de l'hospitalisation, une fois que l'hospitalisation est finie. Par contre, s'il ne veut pas, il le signale tout simplement. Il n'y a pas d'étude de fait, c'est voilà, j'en ai fini avec cette personne. Mais s'il veut la conserver après la sortie d'hôpital et pendant la rémission, ou bien comme ça, d'une manière générale, il peut le faire. Il peut garder, sauf en cas, bien sûr, si les soins sont trop longs, comme en oncologie. C'est quand même assez rare, ça arrive, hein, que la personne de confiance soit la même du début à la fin des soins. Mais ça arrive. Hein. Et là, c'est pareil, je peux vous donner des exemples très précis là-dessus. Hein. Le problème, c'est que beaucoup d'usagers ne nous connaissent pas. Déjà, ils ne connaissent pas ce vocable usager. Patients, ils connaissent déjà mieux. Malades, ils connaissent très très bien. Donc, ils ne savent pas que usager, en fait, quand on parle d'usager, on parle d'eux. Donc, il faudrait que soit on change le vocable, soit on leur explique davantage ce que c'est qu'un usager. Il ne faut pas qu'ils se sentent... parce que moi, je suis parisienne d'origine, donc pour nous, l'usager, c'est celui qui prend le métro tous les jours. Voilà. Donc, c'est assez surprenant comme terme. Et c'est gênant parce que bien souvent, les patients ne savent pas qu'il s'agit d'eux. Une fois qu'ils ont compris, ça va. Qu'est-ce que je fais par rapport donc aux usagers? Je leur explique ce qu'est la personne de confiance et s'il faut, je les guide dans le choix. C'est à eux à me parler des gens, à savoir s'ils ont confiance en eux, s'ils les connaissent bien, si les gens le connaissent bien, connaissent ses réactions, connaissent aussi ses désirata. Et puis, une fois qu'on a bien insisté sur l'importance de la désignation, eh bien, on peut répondre à toutes leurs questions, si on en est capable, parce qu'il y en a peut-être certaines qui nous échappent un petit peu, mais on peut faire un effort, faire en sorte que la personne se sente rassurée sur leur choix. En fin de vie, la personne de confiance a un rôle majeur, parce que c'est elle qui va prendre les décisions importantes. Je peux vous donner des exemples précis, hein. Parce qu'elle connaît le patient, elle a discuté avec lui, parce que normalement, ils doivent se connaître, ou bien la personne de confiance doit faire l'effort de venir discuter avec le patient de temps en temps, de lui poser des questions, comment il se sent, comment se déroulent les soins, comment l'équipe médicale se comporte, etc., afin de parfaitement connaître la phase psychologique dans laquelle se trouve le patient. Et en fin de vie, elle peut, grâce à cette connaissance intime du patient, elle peut agir comme le patient aurait voulu. C'est-à-dire, elle peut prendre des décisions qui sont dans l'optique du patient. Parce qu'il ne faut pas penser que la famille, quelquefois, elle est paniquée, elle n'arrive pas à décider quoi que ce soit, et puis il y a quelquefois quelques petits tirages, tandis que la personne de confiance, elle peut parler et indiquer ce qui avait été mentionné par le patient si jamais celui-ci est venu à décéder. Toutes ces actions à la personne de confiance sont dans l'intérêt du patient. Et personne ne peut lui opposer le secret médical, c'est-à-dire que si elle veut prendre une décision, on ne peut pas lui dire « Ah, il y a secret médical ». Le médecin doit lui parler de vraiment le cœur ouvert, c'est-à-dire signaler tout ce qui est à signaler dans le cas du patient et de l'aider à pouvoir prendre les bonnes décisions, notamment en intervenant auprès du patient. La personne de confiance, si la famille le désire, peut être informée par la famille
dans la mesure, bien sûr, où il y a certaines choses que la famille ne doit pas forcément savoir, peut-être certaines choses qui sont difficiles pour la famille, peut-être incompréhensibles. La personne de confiance doit être juge de là-dessus pour ne pas trop effleurer, on va dire, les informations. Si c'est nécessaire, par contre, s'il y a un litige au niveau des décisions à prendre par rapport aux patients, avec la famille, eh bien, c'est la parole de la personne de confiance qui domine. C'est pour ça que l'on explique aux patients qu'il est très, très, très difficile d'élire une personne de confiance et surtout, il faut vraiment, vraiment que ce soit quelqu'un d'ouvert, de sincère et avec qui on puisse parler, même si on ne comprend pas les mots difficiles. On peut, grâce à cette personne de confiance, arriver à mieux s'exprimer et à mieux comprendre ce qui vraiment pose problème. Parce que quand on est malade aussi, on défigure les choses, on ne comprend pas tout tel que ça doit l'être. On est dans un état second, on est dans un état de peur, de torpeur même, parce qu'en même temps, on se trouve coupé de la vie réelle, donc on n'est plus du tout aussi réactif. Et cette personne de confiance peut nous aider justement à rester la personne battante qu'on était avant, en supposant qu'on l'était. Mais il faut toujours être battant de toute façon. Hein. Alors, à quel moment faut-il choisir une personne de confiance? Eh bien, quand on va être hospitalisé pour une opération, par exemple. Parce que c'est là où, si le réveil est difficile, si l'opération ne se passe pas très bien, si la personne prend peur, etc., et bien à ce moment-là, la personne de confiance peut être quelqu'un de très solide et surtout une référence pour la personne qui est en train de perdre pied. Et puis aussi, lors d'un hébergement dans un établissement pour personnes âgées en invalidité, pas trop capables de s'occuper d'elles-mêmes et qu'on met dans des EHPAD, qui maintenant, j'ai vu des panneaux, maison de retraite, on revient à l'ancien terme. Donc voilà. Effectivement, on aura l'occasion de développer un petit peu plus ça plus tard. De revenir là-dessus après. Oui, tout à fait. Non, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai fait le tour de la question? Ben, je crois que c'était assez complet. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ben le choix de la personne de confiance, c'est légiférer, voilà. Oui. Voilà. C'est légiférer, donc il faut absolument que les deux soient majeurs. Si c'est un enfant qui est malade, il faut passer par les parents pour choisir une personne de confiance. Et si on est adulte? Si on est adulte, on peut le faire soi-même, hein, si on en est capable. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Il faut que les deux personnes-là, le patient et la personne de confiance, soient majeurs. Je l'avais dit au début déjà, je crois d'ailleurs. Oui. Voilà. Merci pour cette présentation très complète. Alors peut-être que des fois on est passé un peu vite, alors c'est vrai que le temps passe vite aussi. Oui. On vous propose dans l'onglet questions de ne pas hésiter si vous avez des retours, des questions, des remarques à faire, en tout cas autour de la présentation qu'a fait Brigitte. Et une fois que tous les intervenants seront passés sur la table ronde, tous les intervenants reviendront sur scène et on va pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Donc, n'hésitez pas à interagir dans l'onglet questions qui se trouve en haut à droite, à côté du chat. Et on reviendra après la table ronde avec Brigitte pour lui poser des questions plus précises sur sa présentation. Merci encore, Brigitte. De rien. Amandine, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais appeler du coup sur scène Jocelyne Laurette. Donc, soit je peux vous inviter, soit si vous arrivez à venir. Voilà, parfait. Donc, Jocelyne Laurette, je rappelle, qui aujourd'hui intervient en tant que membre de l'ADMD, donc Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et du coup, vous allez plutôt nous exposer ce que sont les directives anticipées. Donc finalement, déjà, quel est l'intérêt pour ces usagers de rédiger ces fameuses directives anticipées? Alors, bonjour à tous. Un premier intérêt d'écrire ces directives anticipées, c'est ce qui arrive souvent en fin de vie, c'est que les gens sont dans une situation d'inconscience. Par conséquent, si on est inconscient, on a déjà écrit auparavant ce qu'on souhaite pour notre fin de vie. Par conséquent,
le personnel médical, l'entourage peut donc s'appuyer sur ces écrits. L'autre intérêt également des directives anticipées, c'est que lorsqu'on les écrit, on nomme également une ou plusieurs personnes de confiance, c'est ce qui a été exposé auparavant, et que ces personnes de confiance peuvent donc être les porte-paroles du patient en cas donc d'inconscience de ce patient. Merci beaucoup. Et du coup, dans le cadre de cette association, hein, donc je rappelle la DMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de cette association-là? Alors, l'association pour le droit de mourir dans la dignité, effectivement, est une association qui regroupe plusieurs milliers de personnes et qui a donc dans chaque région une délégation. Donc, moi, je suis donc la déléguée régionale pour la Réunion. Si vous allez sur le site de la DMD, vous trouverez facilement mes coordonnées puis tout ce que vous voulez savoir donc sur cette association. Mais en tout état de cause, ce qui est important concernant les directives anticipées, c'est qu'il existe aujourd'hui un fichier national des directives anticipées qui est tenu par l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Donc, à partir du moment où vous écrivez vos directives anticipées, que vous soyez adhérent ou non à la DMD, vos directives anticipées seront enregistrées dans ce fichier national. Et c'est important parce que lorsque vous écrivez vos directives, vous devez normalement, enfin, ce qui est bien, c'est de les diffuser autant que faire se peut autour de vous, c'est-à-dire vos proches, votre médecin traitant, si vous êtes dans le cadre des services hospitaliers, évidemment, le service hospitalier, votre dossier médical, voilà. Mais dans le cas où eh bien personne dans l'immédiat n'aurait cette directive anticipée, le service médical peut donc consulter ce fichier national et voir si vous avez ou pas écrit ces directives anticipées et donc pouvoir s'en référer. L'autre intérêt également donc de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, à partir du moment où vous êtes adhérent à cette association, eh bien vous pouvez aussi bénéficier en fin de vie des conseils d'une commission juridique de l'association qui concerne vos droits donc en fin de vie. Donc vous pourrez avoir tout ce que vous voulez comme information et vous pourrez également vous appuyer sur la commission soignante, c'est ce qu'on appelle une commission soignante de l'association, qui pourra également intervenir pour pouvoir vous aider auprès du personnel soignant qui vous a pris en charge. On sait que c'est toujours plus facile parfois entre médecins de discuter, donc la commission soignante pourra évaluer votre situation puisque ce n'est pas toujours évident, même lorsque vous écrivez vos directives, que ces directives, même s'il y a une obligation par la loi de respect de ces directives pour le personnel soignant, ce n'est pas toujours évident pour le médecin ou l'équipe médicale de les respecter à la lettre parce qu'il y a des cas, effectivement, où le personnel médical peut juger opportun de les apprécier un peu plus, voire même de ne pas les respecter. Et plus concrètement, du coup, si je dois rédiger moi mes directives anticipées, c'est quoi la procédure finalement? Quel est le cheminement, les étapes à faire? Alors, nous disposons à la DMD, mais ce n'est pas une obligation pour tout à chacun, mais nous disposons effectivement d'un imprimé qui prévoit déjà toutes les possibilités de droit en fin de vie, c'est-à-dire donc depuis la loi de février 2016, de refuser tout traitement, de refuser l'alimentation, de refuser l'hydratation. Vous pouvez également demander à ce que soient soulagées vos douleurs, puisque nous militons aussi pour le respect de tout à chacun de réclamer des soins palliatifs, enfin de bénéficier des soins palliatifs. Vous pouvez aussi demander, ce qui est prévu depuis 2016, à bénéficier d'une sédation profonde. Et on a même rajouté sur cet imprimé, dans le cas où la loi aurait évolué, de bénéficier d'une aide active à mourir. Donc, cet imprimé prévoit également l'intervention, enfin l'inscription, la nomination de personnes de confiance. On va jusqu'à 3 personnes de confiance sur notre imprimé. Ce que nous conseillons souvent aux gens concernant ces personnes de confiance en fin de vie, c'est d'éviter autant que faire se peut de mettre des personnes trop proches, parce qu'on sait très bien que dans l'émotion de la fin de vie de nos proches,
on n'est pas forcément capable de garder toute notre lucidité, même si nous n'intervenons qu'au nom d'une autre personne. Mais en tout état de cause, la personne de confiance peut être un ami, peut-être même votre médecin traitant, s'il le souhaite, maintenant s'il en est d'accord, mais également un proche. Vous pouvez choisir qui vous voulez à partir du moment où il s'agit effectivement d'un adulte capable. J'insiste là-dessus. Hein. Parce que tout à l'heure, au niveau des personnes de confiance, là, on disait que n'importe qui pouvait choisir une personne de confiance, c'est vrai, mais à condition que le patient soit aussi capable, c'est-à-dire qu'il bénéficie de tous ses droits juridiques. Autrement, il est obligé de faire ses directives anticipées, de les inscrire et de choisir ces personnes de confiance devant un notaire et devant deux témoins. Voilà, donc ça c'est important aussi. Ensuite, eh bien, ces directives anticipées sont depuis la loi de 2016 valables plusieurs années, puisqu'auparavant c'était valable que 3 ans, mais maintenant c'est valable indéfiniment, sauf si vous décidez bien sûr de les changer, de les modifier. Ensuite, ces directives, comme je le disais tout à l'heure, sont normalement respectées, doivent être respectées par le personnel soignant, mais il existe effectivement des cas où le médecin peut refuser en fonction de son diagnostic propre, et à ce moment-là, il y a une décision qui doit être prise en commission médicale. Alors, bon, comme vous le constatez, il existe encore quelques imperfections dans ce dispositif. C'est pour ça que nous militons donc à la DMD pour une évolution de la loi, ce qui a failli arriver il y a quelque temps avec la proposition de loi dont vous avez certainement entendu parler. Malheureusement, cette proposition de loi qui demandait donc l'autorisation de l'aide active à mourir et avec en garantissant un certain nombre de droits des patients et également du personnel soignant, puisque des médecins, puisque cette proposition allait même jusqu'à accorder au personnel, aux médecins, de faire jouer leur clause de conscience dans le cas où ils refusaient d'appliquer la loi. Donc, vous voyez, ça pouvait aller très loin. Mais malheureusement, cette proposition de loi n'a pas pu être votée dans la mesure où il y a eu une espèce de blocage de la part d'un certain nombre de députés. Il y a eu 5000 amendements qui ont été déposés. Et comme cette proposition a été examinée dans le cadre d'une niche parlementaire, il fallait absolument qu'elle soit examinée en une journée. Donc, vous pensez bien qu'en une journée, on ne pouvait pas examiner 5000 amendements. Et ça a été dommage parce que à l'Assemblée nationale, ce jour-là, il y avait une forte majorité qui allait dans le sens de l'application de l'euthanasie et de l'aide active à mourir. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise au jour d'aujourd'hui. Donc, nous faisons tout au niveau de la DMD pour intervenir au niveau du gouvernement cette fois pour que cette loi soit proposée dans le cadre d'une simple proposition parlementaire et non pas dans le cadre d'une niche parlementaire. D'accord. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette intervention. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Madame Laurette? Je préfère attendre les questions, s'il y en a. Donc, toujours pareil, je rappelle, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans l'onglet questions à Madame Laurette et elle se fera un plaisir de vous y répondre à la fin de la table ronde. Je vous remercie pour cette intervention. Je vous dis à tout à l'heure. Alors, du coup, on avait l'intervention du docteur Shanemougam qui n'a pas pu être présent en direct aujourd'hui, mais qui nous a donc envoyé et fait part de ses retours via une vidéo. Donc, je vous propose de regarder son témoignage en tant que médecin d'EHPAD autour de l'entretien prévaccinal de la Covid. Je m'appelle donc Dr Shanemougam Selvam et je suis ici médecin coordonnateur à l'EHPAD Astéria qui dépend de l'association Oriapa. Et je suis également médecin coordonnateur pour l'IRSAM et aussi pour l'association Frédéric Levasseur pour son foyer d'accueil médicalisé. Dr Shanemougam, en tant que coordonnateur dans un EHPAD, comment recueillez-vous le consentement de vos résidents dans le but de les vacciner contre la Covid-19 ? Le contexte de l'époque au départ, où nous sommes dans une période très difficile au niveau des EHPAD, avec le confinement, avec tout ce qui se passe au niveau de l'hécatombe qui a eu lieu en métropole dans les EHPAD. Nous sommes dans ce contexte-là et que donc la vaccination nous paraissait urgente.
Et donc, il fallait prendre des démarches administratives pour faire ça rapidement et en priorité. D'où, dès qu'il y a eu l'application Covid qui a été mise en place, cela me paraissait un peu insuffisant pour nous pour avoir nos garanties. Et nous avons rédigé un formulaire pour avoir le consentement. C'est cet imprimé-là que nous avons donc mis en place à l'EHPAD et qui permet donc d'insister sur plusieurs points auprès de nos résidents. Mais systématiquement, en présence de nos résidents, j'invitais personne de confiance. Donc, en fait, la consultation se faisait à 3. Donc, la personne de confiance plus le résident, comme ça, donc, question après, il peut me poser les questions librement. Et ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'on avait quand même 72 résidents et il fallait recevoir un par un ces personnes-là. Et donc, finalement, c'est eux qui m'imposaient le rendez-vous parce qu'ils ne sont pas très disponibles. Parce qu'il fallait que ça devenait urgent. Même le samedi, dimanche, je venais rencontrer ces résidents-là. Donc, bien sûr, on insistait sur le fait que ce n'est pas obligatoire le vaccin. Donc, ça, c'est important de bien le préciser, qu'il n'y a aucune obligation. Mais que deuxièmement aussi, c'est que les limites de bien expliquer quel vaccin on va le faire et le pourcentage du succès, et aussi donc les effets indésirables des vaccins. Et voilà, donc moi je faisais donc cette consultation prévaccinale qui avait donc 2 volets, un volet un peu médical, clinique, et un volet éducatif, informatif, pour expliquer bien aux familles. Et de là, donc, je faisais signer donc, une attestation. Donc, à la rigueur, je n'étais même pas obligé de se faire signer parce que mon but à moi, c'est d'avoir des endroits où moi-même, j'ai donné des explications là. C'est-à-dire, moi-même, je signais que quoi j'ai donné ces informations et je remplissais aussi sur mon logiciel de l'État en disant, voilà, consultation prévaccinale faite, la personne, la famille, les personnes de confiance a donné son accord ou elle refuse, elle n'a pas donné son accord. Donc, c'est déjà rédigé au préalable, avant même toute vaccination, le consentement ou le refus sur le logiciel de notre EHPAD. Bien sûr, je faisais aussi remplir ce formulaire-là. Et donc, il y a un formulaire qui permet de donner l'information et un retour comme quoi la personne de confiance donne son consentement. Donc, elle aussi, elle me signe un papier comme quoi elle était d'accord, elle a bien reçu les informations et elle consent à la vaccination. Donc, c'est comme ça que s'est passée cette première étape de consultation prévaccinale. Je m'ai imprimé ce fichier, donc moi, ça m'a servi aussi pour le suivi, pour le jour de la vaccination, aussi bien pour la première injection que la deuxième injection. On a une fiche de suivi remplie par les infirmiers et qui mettent toutes les informations là-dessus et qui est contresignée par moi puisque le médecin a l'obligation de suivre pendant la période de vaccination. Donc, je remplissais cette fiche-là. Là, un petit peu en gros, le travail qui était recueilli du consentement éclairé de la personne de confiance. Comment cela se passe-t-il quand les résidents sont sous tutelle? C'était la deuxième étape parce qu'il fallait aussi un consentement des organismes de tutelle, mais ces organismes voulaient qu'on leur fournisse un dossier complet sur chaque personne pour pouvoir donner leur accord. Donc, ce qui fait que tous ces imprimés, aussi bien l'imprimé que nous, on avait travaillé le formulaire qu'on nous avons scanné, plus l'attestation sur le site de Covid, l'attestation prévaccinale de l'assurance maladie, et tous ces formalités, tous ces fichiers, là, tous ces documents, on les envoyait aux organismes concernés de façon à avoir leur accord et avant de commencer la vaccination. Et ça, c'était important. Et c'est vrai que parfois, ça nous prenait du temps. On était un peu coincés. Il n'y avait pas beaucoup de réactivité de certains organismes. Et donc, nous, ça nous faisait perdre du temps. Et on a même parfois repoussé la vaccination parce que pour certaines personnes,
on n'a pas reçu le consentement de l'organisme de tutelle. Voilà. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose concernant les droits et cette campagne de vaccination? C'est la solitude du médecin, c'est-à-dire que quand on est médecin coordinateur et qu'on se retrouve seul à prendre des décisions qui sont bien sûr de médicales, et que vu l'ampleur de la situation, vu que ça tombe sur nous tout d'un coup et qu'il fallait avancer vite, mais tout en respectant bien sûr toutes les étapes, donc on se retrouve un peu tout seul. Donc il fallait prendre des initiatives et de moi-même, d'où j'ai rédigé finalement ce formulaire qui puisse me servir de base de travail. Donc voilà, donc c'est cette difficulté. Vous savez, quand on est médecin coordinateur et qu'on apprend tout ce qui se passe en métropole dans les EHPAD, ça nous met une pression incroyable. Et par profession, il fallait trouver des outils de vigilance. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, après, bien sûr, les personnes en soins palliatifs et en fin de vie, donc je ne les ai pas vaccinées. Il fallait prendre des décisions comme ça moi-même parce qu'on n'a pas été non plus formé pour ça, pour cette campagne de vaccination. Et il fallait gérer rapidement avec tout le respect qu'on doit aux paroles des uns et des autres. Donc un grand merci au docteur Channemugam d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour pouvoir participer indirectement à ce webinaire. Du coup, je vais appeler sur scène Monsieur Delpech, qui est donc directeur de la Croix-Marine. Alors, je vais vous inviter. Ah ben c'est bon, vous maîtrisez, c'est parfait, impeccable. Bonjour Monsieur Delpech, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc du coup, vous êtes directeur de la Croix-Marine, donc je vais peut-être d'abord, dans un premier temps, vous laisser le temps de présenter qu'est-ce que c'est que la Croix-Marine, avant de vous poser des questions. D'accord. Écoutez, très rapidement, la Croix-Marine est une association loi 1901 qui gère 2 établissements sociaux et médico-sociaux, puisque nous sommes la tutelle est rentrée depuis la loi de 2007 dans le cadre juridique des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, on gère 2 établissements. Un premier établissement celui qui gère le plus important, qui gère 1500 mesures, qui fait des mesures de protection juridique aux majeurs. Ce qu'on va évoquer, situation qu'on va évoquer à travers les questions que vous m'avez déjà posées et envoyées concernant donc effectivement cette campagne de vaccination. Le deuxième établissement que nous gérons, c'est un établissement qui agit donc sur prescription du juge des enfants et qui a pour objectif de vérifier que l'utilisation des fonds d'allocation familiale, donc des allocations venant de la CAF, est bien utilisée en direction des enfants, ce qui est plutôt une autre branche de notre activité. Mais donc pour revenir à celle qui nous intéresse aujourd'hui, donc la Croix-Marine, l'intervention, c'est la particularité des associations tutélaires, c'est qu'on n'entre pas dans une association tutélaire parce qu'on l'a décidé ou sur orientation de la MDPH, mais bien sur un jugement d'un juge civil qui donc met en place cette mesure de protection en direction du majeur. Rapidement, puisque je n'ai que 8 minutes, je pense que ça va aller très vite si on cumule avec tout le reste. Donc, alors, du coup, en février 2021, du coup, à peine plus de 50% des personnes en EHPAD étaient vaccinées. C'est le chiffre de l'ARS. Et à ce moment-là, du coup, quel a été votre rôle dans le cadre de cette campagne vaccinale et quelles difficultés finalement vous avez pu rencontrer? Écoutez, je trouve que mon prédécesseur, donc le docteur Channemugam, que je connais par ailleurs, a bien résumé la situation. Alors peut-être faudrait-il quand même, pour le coup, rentrer un peu dans la technique du Code civil. Puisque le Code civil, alors il se trouve que la campagne de vaccination pour le Covid est arrivée alors vraiment à percuter l'actualité juridique qui a changé de façon assez profonde par des ordonnances qui dataient de mars 2020 et applicables donc
1er octobre 2020. Donc il se trouve que le droit, en tout cas le code de la santé publique a effectivement été largement remanié lui aussi, comme l'a été le code civil, comme l'a été le code pénal, comme l'ont été pas mal de corpus juridiques, quand il s'agit aujourd'hui de désigner très clairement où sont les représentants. Alors pour les mineurs, c'est facile, c'est ce que vous disiez dans votre vidéo d'introduction, ce sont les parents, et d'ailleurs je note que dans votre vidéo d'introduction, pas de référence aux majeurs protégés. Ce qui signifie sûrement encore que les associations comme la Croix-Marine ne fait pas assez de travail pour distiller justement le fait que à certains moments de leur vie, les gens en tout cas sont aussi se retrouvent malgré le fait qu'ils soient majeurs sous une représentation juridique. Alors je vais faire tout de suite vraiment une première distinction. Mes propos ne concernent que les gens qui sont sous tutelle. La loi a changé. Donc, alors, tutelle, c'est souvent un mot générique pour décrire une mesure de protection, mais c'est aussi techniquement un degré dans la protection juridique, qui commence en règle générale par une curatelle, puis qui peut éventuellement monter à un niveau de curatelle renforcée, et ensuite devenir une tutelle. Donc, curatelle renforcée, nous agissons en assistance auprès des gens. Quand on passe au régime de la tutelle, nous devenons leurs représentants légaux pour tous les actes civils de la vie quotidienne. Et là, deuxième précision, je m'arrêterai là pour essayer après de revenir aux questions, autrement on risque de s'éparpiller un peu. La mission, elle a toujours deux axes, la protection de la personne et la protection de ses biens. Évidemment, quand on parle de santé, nous sommes dans le cadre de la protection à la personne, et il faut que ceci soit inscrit de façon clair sur le jugement. Il y a normalement dans les jugements qui prévoient cette protection à la personne l'indication de l'article 459 du Code civil qui prévoit cette disposition. Ce n'est pas toujours vrai, mais à partir du moment où le juge a clairement indiqué dans l'acte juridique, c'est-à-dire dans le jugement, que la protection était due aux gens au titre de la tutelle, donc aux personnes et aux biens, nous pouvons agir effectivement. Et nous revenons donc à cette façon d'agir. Alors, comment est-ce qu'on a agi à la demande de l'ARS? Alors, très honnêtement, et pour vous dire ce que le docteur ne vous a pas dit, quand il disait qu'effectivement, ça a peut-être été un peu long avec les associations tutélaires, pas sans difficulté. Très honnêtement, pas sans difficulté. Pourquoi? Parce que effectivement, vous l'avez déjà évoqué, il y avait la question du temps. D'un seul coup, il fallait tout faire en 2 jours. Voilà, on était prévenu le vendredi, il fallait rendre les avis le lundi. Donc, c'est pas ce qu'on a fait. On a mis effectivement 1 semaine parce qu'il a fallu qu'on regarde les dossiers et qu'on se pose quand même quelques questions. Et ensuite, le législateur, il nous a quand même pas non plus tout à fait facilité la vie. Alors, je voulais essayer de voir, si vous me le permettez, je vais essayer de partager un document à l'écran. Bien sûr, allez-y. Alors, j'espère qu'il va pouvoir le trouver. Ouais. Alors, hop, je le prends. Mais je ne suis pas sûr qu'il... Est-ce que tout le monde le voit? Alors là, on ne voit pas. Non, vous ne le voyez pas? Non, vous avez fait partager, vous êtes allé choisir le fichier à partir du partage d'écran. Alors, le problème, c'est qu'en fait, je l'avais déjà ouvert l'écran en préparation, justement. Alors, je vais essayer de le réenregistrer, d'aller le chercher, parce que ça vous permettra de comprendre à travers un logigramme qui, à mon avis, sera beaucoup plus parlant que de grandes conversations, comment ça fonctionne. Alors, je vais aller... Vous avez le bouton partager, vous avez cliqué dessus? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça y est. Allez, le transfert se fait. Voilà. Alors, il y a le petit temps pour que ça revienne jusqu'aux salles communes. C'est pas grave. Donc, peut-être pour compléter mon propos. Donc, ça ne s'est pas fait effectivement sans frottement parce que et je suis très heureux effectivement que l'ORIAPA ait bien respecté la procédure, mais que, hélas, pour beaucoup. Ah, ben ça y est, il y est. Alors, ouais. Alors, je sais pas, j'espère que vous le voyez bien. Donc, en fait, voilà, il y a trois diapos. Donc là, voilà, 1, 2 et 3. Donc, la première, elle est, on ne peut plus clair. Elle est clairement de dire, voilà, début de la procédure, c'est la mesure de tutelle avec représentation de la personne. Si c'est non, on n'a rien à faire. Et là, c'est très très clair. Hein, le code civil, le code de la santé publique, il est très très clair. Si la personne n'est pas sous tutelle,
Nous n'avons aucune prérogative à dire oui ou non. Évidemment, si la question se pose pour une personne qui n'est pas en mesure de consentir à quoi que ce soit, on pourra toujours engager un dialogue avec le praticien, avec le médecin, avec la famille, mais juridiquement, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les outils de rendre notre décision opposable ou en tout cas qu'elle puisse avoir un effet concret dans la vie réelle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la personne, donc il y a deux cas. La personne peut consentir librement, et je crois que vous avez à travers vos interventions déjà commencé à essayer de réfléchir en tout cas à ce qu'est un consentement libre et éclairé. Nous, ça nous pose, c'est sûrement à cet endroit-là que ça nous pose souvent des problèmes. Parce qu'effectivement, des fois, pour aller vite ou pour faire un acte, on nous dit que les gens ont consenti librement, et quand nous, on connaît les dossiers, ça nous semble parfois peut-être relever du miracle, mais peut-être faut-il de temps en temps croire au miracle. C'est pas notre cas souvent, mais voilà, c'est là que commence notre premier souci. Donc la deuxième diapo, elle dit quoi? Elle dit que la personne peut effectivement librement consentir. Eh bien, si elle consent aux soins, c'est donc cette partie-là qui est à gauche de votre écran, eh bien il n'y a pas de souci. On arrête même d'intervenir, puisque vous le voyez en vert, c'est la personne qui consent elle-même à ses soins. C'est-à-dire que tant que la personne dit oui, je suis d'accord, oui, je veux bien, oui, il n'y a pas de souci, le médecin, tout le monde est d'accord, nous n'intervenons pas. Très clairement, nous n'intervenons pas. Le deuxième cas dans ce logigramme, c'est effectivement non, la personne ne consent pas aux soins. Et là, on se retourne vers le praticien, on lui demande où en est-on de la balance bénéfice-risque. Si le médecin dit qu'elle est positive, eh bien nous avons la possibilité de saisir le juge et de nous opposer à la volonté de la personne qui est sous mesure de protection. C'est très clairement ce que nous propose la loi. La loi dit, si la personne prend une mauvaise décision et que le tuteur, en accord avec le médecin, pense que c'est une bonne décision, alors il faudra demander l'arbitrage du juge. Évidemment, si on ne consent pas aux soins, on n'y consent pas. Et si le médecin nous dit, eh bien écoutez, l'acte de soin, il n'est pas raisonnable, ou en tout cas le risque est trop grand, il refuse aussi. Peut-être on va passer à la troisième diapo. Si vous les voulez, ces diapos, elles sont disponibles. Je ne suis pas sûr qu'elles intéressent grand monde, mais si vous les voulez, en tout cas, elles sont disponibles. Oui, donc, on va les récupérer, on les fera passer parce qu'effectivement, voilà. Alors après, c'est pas mal de personnes. Voilà, la troisième diapo, elle est encore plus compliquée parce que c'est dans le cas où la personne n'est pas en mesure de prendre une décision libre et éclairée. Donc là, vous voyez que entre les refus qui sont en rouge, les courriers de demande au juge pour finir peut-être par aboutir à une décision positive, les cas se multiplient concernant effectivement les divers recours, les diverses demandes et l'analyse de la situation. Donc en résumé, cette campagne du Covid, en tout cas cette campagne vaccinale, a objectivement posé un problème qui était pour l'instant pas forcément posé et qui a révélé que les pratiques des uns et des autres n'étaient pas toujours vraiment, et c'est un euphémisme, en accord avec la loi. Alors peut-être pour les deux dernières questions, peut-être pour y répondre rapidement, comment se passe-t-il lorsque la personne n'a pas désigné sa personne de confiance avant d'être placée sous protection juridique? Alors d'abord, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment l'intervention où il y a chaque fois deux problématiques. Nous, on a deux problématiques parce que la personne de confiance dont vous parlez, c'est celle du Code de la santé publique. Et pour nous, il existe une deuxième personne de confiance qui est celle du monde médico-social. En toute objectivité, et encore une fois, cela ne concerne que les gens sous tutelle. Si la personne de confiance n'a pas été désignée avant la mise sous tutelle, il faudra l'autorisation du juge, et si jamais elle avait été désignée avant la mise sous protection, il faudra de toute façon aussi dans ce cas-là prévenir le juge des tutelles et lui demander son accord pour que cette désignation perdure. Et encore une fois, ceci ne concerne que les gens sous tutelle. Les gens sous curatelle font comme ils veulent. Dernière question, est-ce que le tuteur endosse cette tâche de décider à propos de la santé de la personne sous protection juridique?
eh ben, j'ai pas une vraie réponse parce que c'est une question tellement large que le Code civil prévoit tellement de dérogations, de cas différents que il ne m'est pas possible objectivement. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que le tuteur ne peut endosser cette tâche de prendre une décision en lieu et place de la personne sous protection juridique, encore une fois, que quand elle est sous tutelle, et encore une fois que simplement quand il a à la fois évacué tous les cas où il faut que le juge consente et tous les cas où le bénéfice risque, la balance bénéfice risque n'est pas favorable. Voilà, donc il faudrait, je peux éventuellement vous faire passer notamment un article assez complet, voilà, sur l'aspect extrêmement juridique de cette question, mais qui doit faire 8 pages et qui est plein de références à des tas d'articles de loi. En tout état de cause, le terrain est particulièrement miné et souvent mal compris et peut-être aussi mal expliqué. Ça, il faut bien aussi que nous y consentions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Delpech. Je vous invite peut-être via le chat, vous pouvez envoyer les 3 documents, comme ça il y a certaines personnes qui avaient du mal à lire le document pourront en prendre connaissance en zoomant de leur côté en fait le document, si vous voulez. Pas de souci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Du coup, pareil, n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet questions. Toujours pareil, il y aura un temps d'échange prévu à la suite des présentations des divers intervenants et vous pourrez, et je lirai toutes les questions qui ont été posées et les intervenants pourront ainsi y répondre. Du coup, je vais appeler cette fois-ci sur scène le docteur Domergue, qui est président du Conseil de l'Ordre des médecins régional Réunion Mayotte. Donc, hop, je vous enlève, Monsieur Delpech. Hop. Ah oui, par contre, il faut arrêter le partage d'écran. Est-ce que moi, je peux arrêter le partage d'écran? Oui, hop. Voilà, c'est bon. Du coup, Monsieur Delpech, bonjour. Bonjour, Alain Domergue. Donc, je préside effectivement le Conseil interrégional de l'Ordre des médecins Réunion Mayotte. L'Ordre des médecins s'organise autour d'une structure nationale qui coordonne un petit peu avec le gouvernement, les lois, etc., les textes, qui concernent l'éthique et la déontologie et l'organisation des soins médicaux et de la médecine. Il y a un plan régional qui est un petit peu sur la médecine, c'est-à-dire on participe à toutes les réunions régionales de coordination des soins. On a aussi, quand on est au régional, la mission de faire fonctionner la chambre disciplinaire. Donc, la chambre disciplinaire, c'est une institution qui a un juge. C'est pas du tout l'ordre qui tient cette chambre, en fait, qui est dedans. Le juge agit, bien sûr, puisque c'est une chambre administrative, agit en toute indépendance. Et il y a des assesseurs qui prennent des décisions sur des dossiers qui lui sont transmis par le conseil départemental. Donc, on revient au départemental qui, lui, gère, en fait, les médecins. Donc, les médecins et bien sûr les plaintes des patients. Donc, les plaintes des patients ou les signalements qui sont effectués sont à effectuer auprès du conseil départemental. C'est le conseil départemental qui est l'interlocuteur du médecin et l'interlocuteur des patients. Alors, je vous rappelle que l'Ordre des médecins est bien sûr au service des médecins dans l'intérêt des patients. Donc, les patients ne sont pas oubliés et bien au contraire, les patients sont au centre, bien sûr, de l'exercice médical. Donc, c'est vrai que parfois, les visions sur l'Ordre des médecins ne sont pas toujours ressenties comme très positives, mais pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les patients et lorsque les gens viennent chez nous, en général, l'accueil y est tout à fait satisfaisant et les droits, en tout cas, ils sont défendus. Alors, le médecin, il fonctionne et finalement, il a prêté serment par rapport à un code de déontologie. Donc, si vous voulez savoir comment ça marche, ce que doit faire votre médecin et ce envers quoi il a prêté serment, il faut regarder le code de déontologie. Donc, le code de déontologie, ça régit toutes les relations que nous avons entre nous et avec les patients. Et chaque fois qu'il y a une entorse ou un non-respect du code de déontologie, à mon sens, il doit d'abord y avoir une médiation, c'est-à-dire peut-être tenter au sein des structures dont vous avez des représentants ici des médiations pour essayer de trouver une solution
à un conflit ou à un litige ou à un non-respect d'une prérogative. Si cette médiation n'aboutit pas au sein des structures de soins telles qu'elles sont déjà prévues, elles peuvent à ce moment-là faire l'objet d'un signalement auprès du Conseil de l'ordre. Signalement, ça veut dire que le Conseil va recevoir les parties et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et si les choses sont ou plus graves ou ressenties comme plus graves ou nécessitent une plainte, à ce moment-là, c'est bien sûr au Conseil départemental qu'une plainte est transmise. Cette plainte, elle est à ce moment-là reçue par le département. Il va d'abord y avoir une médiation qui va être tentée entre les médiations, conciliation, ça porte le nom plutôt d'une conciliation à ce moment-là, entre les parties, et à ce moment-là, on va voir si on trouve un accord. Si on trouve un accord, on en reste là. Si on ne trouve pas d'accord, le dossier est présenté à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va recevoir les informations qui lui sont données par les personnes qui ont reçu le dossier et les personnes qui ont été présentes éventuellement à la conciliation. Et là, une décision est prise, soit de s'associer à la plainte, c'est-à-dire que le Conseil de l'ordre considère qu'effectivement, il y a un problème, et il s'associe à la plainte parce qu'il dit qu'il n'y a pas de respect du code de déontologie, et à ce moment-là, il porte plainte, ou il ne s'associe pas. Si c'est avec un médecin libéral, la plainte de toute façon ira jusqu'au conseil régional et à la chambre disciplinaire. Si c'est un médecin hospitalier, il faut que ce soit le Conseil de l'ordre qui porte plainte. Donc il faut qu'à ce moment-là, la plainte soit votée dans l'Assemblée générale comme devant être portée par ce Conseil, et à ce moment-là, elle est transmise à la chambre disciplinaire. Si le Conseil n'est pas d'accord dans son Assemblée générale avec la plainte qui est proposée, la plainte s'étend, mais il y a une possibilité de recours. Voilà, pour vous dire un peu comment ça se passe dans les recours. On fait bien autre chose que du disciplinaire, hein, mais on m'a demandé de parler plutôt de comment on fait pour assumer un recours ou pour se plaindre. Donc voilà, je réponds à cette question-là. Bien sûr, l'ordre a plein d'autres missions. Je ne vais pas m'étendre, juste vous dire que c'est un organisme de droit privé à mission de service public. Toutes les gens que vous voyez au sein de ces 3 étages, national, régional, départemental, sont des élus. Nous sommes élus, si on est au département, par nos confrères, si on est au national, par le département, si on est au régional, par le département. Les gens sont élus, ont une activité d'élu, donc une activité principalement bénévole, enfin exclusivement bénévole, sauf ceux qui sont effectivement présidents, trésoriers et secrétaires généraux, ils ont des émoluments tout à fait ridicules. Donc voilà à peu près. Après, je suis vraiment tout à fait disponible pour répondre à vos questions, plutôt que de vous faire un laïus que vous allez trouver très facilement sur le site du Conseil national de l'ordre des médecins. Vous tapez CNOM et vous allez aboutir tout de suite sur ce site, et vous allez tout de suite avoir également le code de déontologie et tout un tas de dossiers, parce qu'on travaille beaucoup sur des dossiers de santé, et y compris sur toutes les questions très importantes que vous avez évoquées sur les directives anticipées, sur le consentement éclairé, qui sont extrêmement importantes et qui sont la clé d'une relation efficace et au profit des patients et des médecins. Donc, je crois que ces questions-là, elles sont, vous verrez, dans le site très développé. Bien sûr, l'ordre peut s'autosaisir, c'est-à-dire lorsque il y a des choses qui nous paraissent dysfonctionner, on peut s'autosaisir. Voilà. Je vous donne un exemple sur la crise Covid-19. Un certain nombre de nos confrères ont eu des propos dans la presse qui ne sont pas vérifiés scientifiquement, qui n'ont pas fait l'objet d'études vraiment fiables, et qui portent des propos qui peuvent porter atteinte à des stratégies vaccinales, en portant au public des faits non vérifiés. Eh bien, c'est contraire au code de déontologie, puisque lorsqu'un médecin prend la parole en public, il ne doit s'exprimer que sur des données qui sont clairement, scientifiquement prouvées. Et si ce n'est pas le cas, il doit mettre toutes les guillemets et toutes les précautions nécessaires pour dire que ce qu'il dit, c'est peut-être, mais pas vérifié, dans l'attente de, etc. Donc, nous nous sommes auto-saisis au niveau national et au niveau départemental vis-à-vis de confrères qui portaient des propos qui nous ont semblé porter préjudice à l'accès aux soins et à une bonne approche de la discussion sur la vaccination, par exemple. Voilà. C'est pas consensuel.
Non, non, mais c'est intéressant de connaître aussi voilà, l'étendue du Conseil de l'Ordre des médecins, ses potentialités, ses leviers d'action aussi. Hein, voilà, ça nous permet au moins de mieux connaître. Et finalement, il y avait une question peut-être qui n'est pas ressortie dans vos propos, c'est quel lien le Conseil de l'Ordre peut avoir avec l'Agence régionale de santé locale? Alors, c'est un lien d'expertise, un lien de conseil, un lien de partage. Vous savez, on a été extrêmement actifs pour prendre l'exemple de la Covid. J'ai été extrêmement impliqué sur la vaccination en ville, sur l'accès à la vaccination dans la proximité. C'est un combat que nous avons mené depuis le début. Nous participons aux comités vaccinaux, nous avons sollicité des instances, puis je ne vous le cache pas, nous n'avons pas toujours été proposés initialement et qu'il faut parfois réclamer. Vous avez vu comme moi que sur cette crise, on a eu une gouvernance extrêmement centralisée. Hein. Tout vient de tout là-haut et arrive chez nous dans un conduit direct. Et la place pour la démocratie, qu'elle soit à l'Assemblée, qu'elle soit dans nos institutions, qu'elle soit dans nos réunions, est parfois difficile à trouver. Donc, il a fallu faire sa place, il a fallu avoir du conseil et puis essayer de faire coller avec les besoins du terrain des décisions politiques qui sont pas toujours très scientifiques et pas toujours très faciles à gérer. Et puis, surtout, accéder à des droits. Le vaccin, il nous a semblé essentiel que le vaccin soit disponible auprès de tous et dans la plus grande proximité. Donc, on participe à toutes les réunions. On a une sorte d'expertise auprès de l'ARS. On est un interlocuteur de l'ARS. Normalement, c'est le régional, puisque c'est celui qui s'occupe de la médecine, qui est l'interlocuteur de l'ARS. Le département étant l'interlocuteur des patients et des médecins. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. On a été extrêmement actifs, à la fois sur le plan médiatique, mais aussi sur le plan des réunions et sur le plan du lobbying et voilà, et aussi d'avertir et d'avoir un rôle d'alerte par notre connaissance du terrain sur l'incapacité de la Réunion à pouvoir assumer une crise majeure de Covid-19 compte tenu de ces installations hospitalières et à avoir un rôle d'alerte aussi pour un accès à la vaccination et un accès au matériel de prévention, puisque vous savez qu'on a été dans une situation difficile et longue pour qu'il y ait un accès à la prévention pour tous. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je vous propose de rester puisque du coup, ça va être le temps des échanges de questions. Je vais inviter sur scène tous les intervenants qui ont participé à cette table ronde. Donc, je rappellerai Monsieur Delpech, s'il vous plaît, Brigitte, Jocelyne Laurette. Et bon, nous n'aurons pas Monsieur Chanel-Bougam puisqu'il n'était pas présent aujourd'hui. Donc, peut-être il manque qui Brigitte et Monsieur Delpech. Voilà. Il ne manque plus que Brigitte. Je vais l'inviter. Alors, Brigitte, elle est là. Voilà. J'invite Brigitte qui devrait nous rejoindre d'ici peu. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de questions qui ont été posées pendant les échanges. Je vais les reprendre par ordre chronologique. Et puis, selon la personne à qui ça s'adresse, je vous inviterai du coup à répondre. Donc, le replay, ça a été répondu. Alors, j'ai une question de Guylaine Caillère. Est-ce qu'on peut choisir une personne de confiance en dehors des moments d'hospitalisation ou d'entrée en EHPAD? Normalement, non. Hein. Normalement, c'est quand on entre en hospitalisation qu'on doit en avoir une. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qu'on a déjà contacté lors d'une hospitalisation précédente. Mais à mon avis, en temps normal, c'est pas bien. Merci Brigitte. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question ou étayer la réponse? Très bien. Alors, une question d'Éric Boyer. Un patient en septaine à l'hôpital doit-il payer le surplus que coûte sa chambre individuelle lors de sa septaine? C'est une question très précise. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse à formuler à Monsieur Boyer? Je trouve ça un peu...
Quand on est en septaine, c'est qu'on n'est pas forcément hospitalisé. Quand on est en septaine, si. Alors oui, la question. C'est un patient, en fait. Je ne sais pas si vous utilisez la parole, mais si le patient est en septaine, ça veut dire qu'il rentre et qu'il est normalement à domicile et que pour une autre raison, il doit être à l'hôpital. Et donc, il est hospitalisé dans une situation où il revient d'un séjour, puisque vous savez que la septaine est obligatoire à la fois quand vous partez, quand vous arrivez, 7 jours, et quand vous revenez. Donc, ce patient a été hospitalisé au cours de ces 7 jours de son retour, et effectivement, il est en mesure d'isolement, puisqu'il est en septaine. À ma connaissance, la septaine n'est pas une condition, c'est un choix personnel de sa part d'avoir voyagé, c'est un choix personnel de sa part de revenir. Voilà, il est en septaine. Est-ce qu'il doit payer? Je pense que c'est. Moi, je n'ai pas de réponse. Enfin, je ne suis pas forcément choqué qu'il paye parce qu'il est en septaine. C'est pas du droit commun de devoir partir et de se retrouver en septaine. Donc, c'est une situation personnelle qu'il a choisie de voyager, qui lui a imposé ça au retour et qui lui impose maintenant de se retrouver effectivement seul. Je ne sais pas si la collectivité doit l'assumer. Je n'ai pas la réponse, mais je ne suis pas choqué ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, j'ai voyagé, je me suis retrouvée en septaine et je l'ai faite chez moi. Ce qui était bien, c'est que personne n'a contrôlé que j'étais restée en septaine chez moi. En fait, voilà, on fait des choses, on obéit, on suit la loi et puis il n'y a personne derrière. Voilà. Ça m'a assez surprise, surtout qu'on m'avait fait faire des PCR à Thiers-Larigot. Voilà, donc je ne sais pas. Moi, il me semble que septaine, ça se passe soit dans un hôtel, soit à la maison. Alors là, je pense que la question était vraiment dirigée dans le cas où, comme disait M. Domer, qu'il est malheureusement hospitalisé à son retour de voyage et que du coup, on lui impose une chambre individuelle puisque il doit être en septaine du fait de son voyage et que du coup, les frais de la chambre individuelle vont rester à sa charge puisque, voilà. Donc, M. Domer disait effectivement, il n'y a peut-être pas de réponse précise à cette question, mais dans un sens comme dans un autre, c'est vrai qu'il disait que le fait qu'il ait voyagé, c'est de son ressort personnel, enfin, que ce soit professionnel ou personnel, en tout cas, s'il a voyagé, il se retrouve en situation d'hospitalisation derrière. Donc voilà, est-ce que c'est le droit commun ou est-ce que c'est lui qui doit payer le surplus de la chambre individuelle? Voilà, d'un côté comme de l'autre, il disait que ça pouvait être légitime en tout cas. Si je ne défends pas vos propos, Monsieur Domergue. Non, je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est des choses qui peuvent aussi se négocier. Ce n'est pas des situations si fréquentes. Voilà, ça peut aussi se négocier avec l'hôpital. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'au moment où la personne rentre à l'hôpital, et si elle est en toute confiance, qu'elle soit informée que son statut de chambre seule ne sera pas pris en charge. Parce que ça, c'est important de savoir, quand vous avez une prestation, de savoir que cette prestation, elle ne sera pas prise en charge. Donc ça, à ce moment-là, je pense que s'il n'a pas été prévenu, c'est pas bien. À mon avis, il a dû être prévenu, mais justement, il est étonné de devoir payer. Je pense que c'est plutôt dans cette situation qu'il se trouve. Il a été prévenu, mais qu'il devrait à sa charge. C'est cette pilule-là qui ne passe pas. Oui, certainement. En tout cas, on n'a pas vraiment de réponse précise à cette question parce que je pense que la septaine est un cas particulier qui nous arrive là dernièrement avec l'expérience du Covid. Donc, c'est peut-être à creuser, peut-être une piste à creuser pour voir un petit peu. Alors, sachez quand même que l'hôpital est un endroit sûr, que les patients se protègent aussi. Voilà, je ne sais pas combien ils étaient dans la chambre, mais les deux patients devaient avoir des mesures de protection. Et la personne avec qui il était, s'il était dans cette peine négative, il était forcément négatif. Je vous propose qu'on passe à une autre question. Donc, du coup, elle va s'adresser peut-être un peu plus à Madame Laurette, puisque ça rejoint les directives anticipées. Donc, c'est Gaëlle Rep qui nous pose cette question. Donc, un patient ayant déjà rédigé ses directives anticipées antérieurement à son hospitalisation, devra-t-il rédiger à nouveau ces directives anticipées
sur le document utilisé en interne du structure médicale. Donc, en gros, si elle a déjà fait ses directives anticipées et qu'elle rentre dans une structure, est-ce qu'elle doit à nouveau rédiger ses directives anticipées? Non, ce n'est pas nécessaire. Si elle a tout prévu au niveau de sa volonté sur le document de directive anticipée antérieur à son entrée en institution médicale, ce n'est pas nécessaire, non, puisque ces directives anticipées sont valables jusqu'à son décès. Merci pour cette réponse. Je précise aussi qu'a été mis le lien vers la ressource du formulaire de directive anticipée de l'AMD, sur le question, à la réponse de Gaël Rep à 14h40. Donc, si vous avez besoin du lien, vous l'avez directement à cet endroit-là. Alors, une question sur la personne de confiance et le dossier médical partagé. Donc, sans information connue sur la personne de confiance, est-ce qu'une pratique courante des soignants est de consulter le dossier médical partagé? Alors, peut-être que ça s'adresse peut-être à Monsieur Domer, qui est plutôt un professionnel médical concerné par les pratiques. Donc, est-ce que dans la pratique des soignants, la consultation du dossier médical partagé est une pratique courante quand on n'a pas d'informations sur la personne de confiance? Je ne pense pas du tout. Parce que je pense que le dossier médical partagé est quand même un échec pour l'instant. Et que, au moins à titre personnel, je ne l'utilise pas. Je sais qu'il y a certains confrères qui commencent à l'utiliser. Et c'est un outil qui est peu convivial, pas difficile, pas facile. Donc, moi, je ne l'utilise pas. Donc, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas qui l'utilise. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à votre question. Je peux vous dire qu'alors là, sur le dossier médical partagé, je ne sais pas. Mais je m'engage à vous répondre. Merci. Merci pour cette réponse. Est-ce que d'autres des intervenants ont des réponses sur cette question? Pas plus précisément. Et vous avez des expériences d'utilisation de dossier médical partagé? Enfin, parce que là, on parle d'un truc, mais c'est dans la vraie vie. Bah, écoutez, je n'ai pas d'informations plus précises que ça. En tout cas, c'était de savoir, je pense que derrière l'idée, c'était de savoir s'il n'y a pas de personnes de confiance qui sont identifiées, c'est plutôt ça, c'est quelles sont les pratiques finalement des soignants dans ce cadre-là, quand on n'a pas de personnes de confiance désignées. Auprès de qui on va s'en retourner finalement? Quelles vont être les personnes qu'on va aller… Oui, Madame Mireille. Oui, enfin, si je puis me permettre, il me semble, quand il n'y a pas de personne de confiance, juridiquement, il est prévu qu'on s'adresse directement aux proches, il y a une certaine hiérarchie au niveau des proches, la famille, je veux dire. Mm-hmm. Très bien, merci. Alors, une question autour de la vaccination. Donc, lorsqu'un patient est éligible à la vaccination, mais n'est pas en capacité de donner son consentement éclairé et ne souhaite pas désigner de personne de confiance, quelle serait la conduite à tenir? Il faut que vous répétiez la question. Je répète. Alors, lorsqu'un patient est éligible à la vaccination, mais il n'est pas en capacité de donner son consentement éclairé et il ne souhaite pas désigner de personne de confiance, quelle serait la conduite à tenir? Enfin, il ne souhaite pas, il ne peut pas, j'imagine, puisqu'il ne peut pas donner son consentement éclairé. Je pense que ça doit être aussi il doit être compliqué de donner à la personne de confiance. Du coup, quelle est la conduite à tenir dans ce cas-là? Hors tutelle, bien sûr. C'est pas précisé, donc on peut parler hors tutelle ou sous tutelle. On peut peut-être redonner les deux cas. Je pense que la réponse va venir assez facilement. Hors tutelle, ça va être compliqué. Hors tutelle, ça va être… Pardon. Oui, bien sûr, c'est hors mesure. Alors,
tant qu'il y a la possibilité d'avoir une mesure de protection juridique, sous tutelle, c'est relativement clair là aujourd'hui, c'est donc au tuteur de se prononcer. Si c'est pas une mesure de type tutelle, donc si c'est ou une sauvegarde de justice, c'est-à-dire une mesure transitoire ou une curatelle, qu'elle soit simple ou renforcée, c'est bien l'idée je crois que c'est ce qu'expliquait le médecin, de négocier, c'est-à-dire d'avoir un dialogue le plus clair possible avec le médecin prescripteur en disant est-ce que le médecin pense que c'est indispensable. Ça, la loi nous permettra toujours à un moment donné, justement dans le cadre de la mission d'assistance, si la personne, on est bien d'accord, hein, on répond juste à la question, c'est-à-dire que la personne n'est pas en capacité de donner son consentement. Ça fait partie des espaces encore un peu sur lesquels on peut manœuvrer et sur lesquels effectivement on pourrait, après en avoir informé le juge, en tout cas, nous donner un accord. Mais après, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire le médecin, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne n'est plus en mesure de se prononcer ou de donner son avis, si elle n'est pas sous mesure de protection, ça fait vraiment partie des cas dans lesquels le procureur de la République peut être saisi en urgence, de façon à minima à poser au moins une mesure de protection temporaire, donc un mandat transitoire qui sera sur lequel il sera marqué noir sur blanc que notre mission consiste par exemple à donner un accord ou à vérifier que la procédure avant le vaccin peut être faite de façon normale, que les droits ont bien été sauvegardés, préservés et que la personne peut être vaccinée. Mais on est d'accord, ça veut dire à minima un décalage entre il y a le temps de la justice, même en toute urgence. La décision et le mandat, effectivement, ne pourront pas arriver avant, 15 jours, 3 semaines. Il faudrait vraiment qu'il y ait Et de toute façon, si jamais il y avait et là la loi est claire, et je parle sous le contrôle du médecin qui n'hésitera pas à me contredire, de toute façon, à la fin de l'acte médical, il appartient toujours au médecin de décider de son urgence. Et s'il y a urgence, la loi le prévoit, c'est au médecin de prendre cette responsabilité, qui en est une vraie, qui est une vraie responsabilité, d'autant plus que sur un acte simple de vaccination, peut-être pas, mais notamment quand il y a un acte de comment ça s'appelle oui, mais grave avec je cherche le mot. Ouais. Où il y a vraiment un enjeu, de toute façon, à la fin, c'est le médecin qui va avoir raison et de toute façon, c'est le médecin qui a raison à la fin, puisque nous, même notre décision qui pourrait intervenir ne se fera que si le médecin valide l'acte médical. Oui, je crois. Enfin, pour en revenir à la vaccination, parce que là, c'est des cas particuliers sur des phases locales qui nécessitent des soins en urgence ou sur lesquels on pourra, même à titre médical, prendre une décision dans l'urgence. Il est quand même très peu probable qu'on soit mis en cause par la suite. Donc là, on est sur une problématique différente qui est celle d'un acte de prévention, qui est la vaccination. Voilà, donc c'est difficile. Après, dans la pratique quotidienne, on va bien sûr s'entourer de la famille. Et s'il y a un consensus autour de la famille pour agir dans le sens d'une mesure qui est favorable aux patients, je pense qu'on prendra que cette décision éclairée. Si après, il n'y a pas de famille ou qu'il n'y a pas d'accord, et ça devient beaucoup plus difficile. Très bien, merci beaucoup. Une question de Monsieur Frédéric Dorla. Il pensait que les RU n'avaient pas de compétences dans les EHPAD. Alors, est-ce que les représentants d'usagers ont des compétences dans les EHPAD? Brigitte, peut-être? Oui, parce qu'on peut accompagner une personne hospitalisée dans un EHPAD et qui est en grande fragilité. On peut l'accompagner. Tout à l'heure, le médecin Chanmouga, oui, il a bien signalé que certaines de ces actions étaient faites en présence de la personne de confiance qui signe pour confirmer le consentement de la personne âgée en EHPAD. Donc, je pense que dans certaines situations, on peut accompagner une personne. On n'est peut-être pas, on va pas siéger en EHPAD. Il n'y a pas de CDU et tout ça, je ne pense pas. À ma connaissance, je ne connais pas. Mais on peut accompagner une personne. On est reconnu. Simplement une petite précision que je vais apporter concernant donc les EHPAD. Il n'y a pas de RU.
Hein, le RU, c'est bien au niveau sanitaire, commission des usagers dans les établissements de santé publique. Au niveau des EHPAD, vous avez le conseil de vie sociale qui regroupe des proches qui vont faire en fait le rôle de RU. Hein, voilà. Et c'est tout ça, je pense, que Frédéric voulait apporter comme questionnement, savoir si les RU pouvaient intervenir. On peut toujours intervenir, nous, en tant que proches dans un EHPAD, si jamais il y a une personne âgée. Mais c'était en tant que... Il ne va pas en tant que RU. Voilà, et je pense que c'est là-dessus. Nous n'avons pas... on peut faire la fonction de RU, c'est-à-dire être proche de la personne, l'aider, la conseiller, mais on ne peut pas être reconnu officiellement comme RU par le système EHPAD. Voilà, hein, on est bien d'accord, il n'y a pas de commission des usagers dans les EHPAD. Hein. Voilà. Mais malgré tout, on joue notre rôle parce qu'on a envie de le faire. Voilà. Bah, bien sûr. Juste peut-être pour préciser dans le monde médico-social ce qu'est le rôle du Conseil de la vie sociale, en aucun cas il n'est le représentant de l'usager au sens de la personne de confiance, hein, on est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire que nous, on est bien d'accord, hein, c'est pas du tout son rôle. Et je suis pas tout à fait d'accord avec votre vision qui limiterait la personne de confiance du code de la santé publique uniquement à l'hôpital. Les EHPAD sont des lieux de soins aussi, donc les représentants des usagers, en tout cas la personne de confiance au titre du code de la santé publique, puisqu'il y en a un aussi dans le code de l'action sociale et des familles qui a un autre rôle, il n'y a pas de raison qu'il soit éloigné de l'EHPAD, qui est par ailleurs aussi parce qu'il est financé pour ça par l'assurance maladie, qui a aussi un rôle dans un système de soins global. Hein. Donc, en tout cas, c'est une question qui mériterait d'être posée à des juristes, effectivement, mais je vois pas au nom de quoi la personne de confiance au titre du Code de la santé publique se verrait d'un seul coup refuser l'entrée d'un EHPAD à partir du moment où, effectivement, il a ce statut qui est écrit, qui fait l'objet d'un contrat, pour le coup. Alors, là, je voulais juste revenir sur le fait que je ne parle pas de la personne de confiance, je parle du représentant d'usager. C'est la question que Frédéric posait, savoir quel était le rôle du représentant d'usager dans un EHPAD. Voilà, c'était ça. Par contre, la personne de confiance est autre chose. On est tout à fait d'accord. Hein. Voilà. Non, mais nous, on peut le représentant d'usager dans l'EHPAD. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr, votre mission de personne de confiance au titre du Code de la santé publique ne se limite pas a priori et juridiquement simplement au mur de l'hôpital, quoi. Tout à fait. Merci pour cette réponse. Alors, on va prendre une dernière question parce que le temps file et que normalement, on a déjà fini, on a dépassé de 5 minutes. Après, on va laisser conclure ce webinaire par Véronique Minacci. Donc, une question de Jocelyne Laurette. Comment se fait-il qu'un adulte en toute possession de ses moyens mentaux et physiques peut se retrouver sous la tutelle de la Croix-Marine? Du coup, elle ne peut plus disposer de ses biens et s'est même vu supprimer son téléphone portable. Donc, c'est une question assez précise et qui s'adresse à M. Delpech. Alors évidemment, je ne vais pas répondre sur le cas précis de cette personne n'ayant pas l'entier de son dossier sous les yeux. Par contre, je vais être tout de suite très clair. Le processus de mise sous tutelle s'accompagne, depuis la réforme de la loi de 2007, d'un certificat médical qui est fait par un expert auprès des tribunaux et qui détermine effectivement une proposition que peut ou ne peut pas suivre le juge sur le niveau de la protection. Donc, il me semble, a priori, en décalage, qu'on puisse dire que quelqu'un qui a tous ses moyens mentaux et physiques, d'un seul coup, se retrouve sous la tutelle. Alors, la Croix-Marine n'est qu'un opérateur particulier, c'est pour ça que moi, je peux tout à fait répondre de façon générale. Mais de toute façon, depuis le changement de loi depuis 2007, on ne peut plus être sous une mesure de protection, quel que soit son niveau, sans un avis médical. Il est indispensable à la décision du juge. Une décision qui ne s'appuierait pas sur un certificat médical, il est possible qu'il y en ait eu quelques-unes qui soient arrivées, puisque la Cour de cassation, dans sa chambre civile, a dit que ça n'avait aucune valeur.
clairement, il n'est pas possible d'être aujourd'hui sous une mesure de protection si on n'a pas effectivement un certificat médical circonstancié rédigé par un expert auprès des tribunaux qui définit à travers la description clinique de la personne qui fait une proposition. Le juge après est libre évidemment de suivre, d'amoindrir ou d'aggraver la proposition du médecin. La deuxième chose, oui, c'est clair, si elle est sous tutelle, si vous voulez, la tutelle a coupé le lien entre le droit qui est lié à la personne à sa naissance et qui celui-là ne peut jamais être supprimé et l'usage du droit. Donc effectivement, une personne sous tutelle n'a plus l'usage du droit de ses biens. Alors, elle s'est vue supprimer son téléphone portable. Ça me paraît, ça me paraît tellement précis comme question que je suis pas en mesure de vous répondre. Si ce n'est que, en aucun cas, le code civil ne prévoit qu'on a évidemment à supprimer le téléphone portable d'une personne. Ça ne peut pas être, en tout cas, l'effet d'un texte légal. Ça, c'est clair. Par contre, le fait de ne plus disposer de la jouissance de ses biens, peut-être comme la personne avait l'habitude d'en user, et dans quelques circonstances, oui, il est tout à fait possible que ça fasse partie aussi de la mission que nous a confié le juge. Merci beaucoup pour cette réponse. On va devoir clôturer ce webinaire pour rester quand même dans les délais qu'on avait annoncés au début. Donc, je vous remercie à tous les intervenants d'avoir participé à cette table ronde avec ces riches échanges et puis vos interventions. Le webinaire, je rappelle, sera accessible en replay pour tous les gens qui ont été inscrits et qui ont suivi ou n'ont pas pu suivre le webinaire, mais tout du moins qui se sont inscrits. Je vous rappelle également qu'il y a un petit sondage pour nous permettre d'améliorer les webinaires qui est disponible dans la partie sondage. Donc, je vous remercierai avant de quitter le webinaire de le remplir. C'est 5 questions très rapides. Il suffit de cocher des cases. Voilà, écoutez, je laisse la parole à Véronique Minacci qui va donc conclure ce webinaire et je vous souhaite une très belle fin d'après-midi à tous. Au revoir. Écoutez, merci à tous en tout cas, merci de votre participation, surtout les intervenants. C'était une première pour nous, nous sommes satisfaits en tout cas de ces échanges riches, fructueux et on va essayer en tout cas de continuer dans cet objectif-là. Si vous avez encore des questions, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur notre adresse mail de France Asso Santé, La Réunion. Voilà, merci à tous. Merci encore à l'IREPS pour son aide et la participation d'Amandine comme excellente animatrice. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.